Eh ben, je pense qu'on va commencer, parce qu'il est 8h21. Bonjour à tous. Voilà, je vais vous faire une petite présentation sur les interactions entre la radiothérapie et les pacemakers, mais c'est plus globalement toutes les prothèses cardiaques implantables. Vaste domaine. Voilà, on va parler un peu d'épidémiologie. On va reprendre le principe de la radiothérapie pour ceux qui ont oublié. Au départ, j'avais fait ce topo aussi pour les radiothérapeutes, donc je reprenais un petit peu les prothèses cardiaques implantables, mais là, on va passer. Les différents risques pour les dispositifs et pour les patients, l'état de la littérature, les recommandations, et puis notre protocole à Annecy qui a changé depuis qu'on a beaucoup travaillé dessus, et les études qu'on a réalisées dans l'équipe. Alors, tout d'abord, concernant les prothèses cardiaques, tout ce qui est CIED, là, c'est Cardiac Implantable Electronic Device, donc ça recoupe les pacemakers et les défibrillateurs. Donc voilà, 4 millions de porteurs dans le monde, 700 000 nouveaux patients par an. En France, 350 000 porteurs de prothèses, avec en gros 100 000 implantations par an, 3 quarts de pacemaker et 1 quart de défibrillateur. C'est en augmentation. Ça a été multiplié par 4 en 10 ans, surtout pour les défibrillateurs, parce que les indications ont augmenté. Voilà. Et puis, bien sûr, la prévalence, elle augmente avec l'âge. Il y a plus de 75 ans, une probabilité plus importante d'avoir une prothèse. Du côté cancer, donc 3 millions de patients ont eu un cancer dans leur vie en 2008 en France, donc c'est 400 000 nouveaux cas par an, et 70% des cancers aura un traitement par radiothérapie, 3 quarts des cancers. Et on estime qu'à peu près 1% des patients qui passent en radiothérapie sont porteurs d'une prothèse cardiaque. Voilà. Séance de radiothérapie tous les ans. Et ces patients, c'est en augmentation, pas forcément, parce qu'il y a de plus en plus de patients qui ont des prothèses, de plus en plus de cancers et de traitements par radiothérapie. Ça a été multiplié par 3 en 10 ans. Voilà, donc si on reprend ce que je viens de dire, on prend la globalité des patients qui ont des prothèses cardiaques, la globalité des patients qui ont un cancer et qui sont traités par radiothérapie, et environ 2000 patients par an qui se retrouvent ici. Alors, la radiothérapie, le principe, c'est de délivrer donc un rayonnement ionisant dans un volume cible, donc dans une tumeur, une dose absorbée, ce qui va entraîner la mort des cellules cancéreuses pour permettre la disparition ou ralentir l'évolution tumorale. Donc, l'idée, c'est d'avoir une destruction la plus sélective possible des cellules cancéreuses. Ah, c'est ici. Bienvenue. Bien. Vous avez répondu à mon invitation. Non, mais merci d'être là. On a des physiciens de radiothérapie. En plus, ça arrive pile sur la bonne diapo, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Le patient, donc le patient atteint de son cancer, fait une première consultation avec un radiothérapeute pour poser l'indication. Il va y avoir des séances d'imagerie pour faire des simulations et puis une dosimétrie, donc calculer en gros sur le volume cible la dose optimale pour la tumeur, et puis essayer de protéger les tissus sains autour qui doivent recevoir le moins de doses. Ensuite, les traitements ils sont réalisés soit en une fois, beaucoup de doses en une séance, soit la dose est fractionnée en plusieurs séances de petites doses. Voilà, en gros, globalement, on va dire un cancer de prostate, ça va être 50 grès en 10 séances, ça fait 5 grès par séance. C'est peut-être pas un truc qui existe vraiment, mais voilà, l'idée, c'est de faire ça. Donc, les patients vont venir 10 fois faire leur séance de radiothérapie. Voilà, ensuite, il va y avoir des visites médicales hebdomadaires et un suivi, une surveillance. Cette image-là, sans rentrer dans le détail, pour dire que donc il y a le générateur d'électrons, enfin le générateur de la dose qui va donc envoyer sur son faisceau ici incident, donc pour traiter la tumeur.
Et donc, ce qu'il faut comprendre ici sur cette diapo, c'est qu'il y a le faisceau incident qui va rentrer dans le patient pour cibler sur le volume cible, et il va y avoir des faisceaux secondaires, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, faisceaux secondaires, faisceaux diffusés, qui vont partir un peu partout et qui, là, pour le coup, peuvent, ça va un peu dans toutes les directions, et ça peut, donc, ça se calcule en amont, parce que ça peut, transmettre de la dose ailleurs que sur le volume cible. Voilà, quelques unités. Donc, le Gray, c'est l'énergie absorbée par le tissu. Donc, en gros, c'est un Gray égale un joule d'énergie de radiation ionique par kilo de matière. Le sievert, c'est l'unité de radioprotection. Et puis, c'est tout. Alors, ensuite, il y a différents types de rayonnement qui va être utilisé. Donc, surtout, des photons, photons électrons. En radiothérapie, c'est les photons gamma, hein, je ne sais pas de bêtises, les photons X. Oh oui, ouais. Donc voilà, donc en gros, une notion qui est très importante, c'est l'énergie du rayonnement qu'on va calculer en mégavolts. Plus le rayonnement est énergétique, plus son trajet va en profondeur dans les tissus. Je pense que s'il faut retenir. Et la radiothérapie donc, utilise surtout des photons accélérés, donc entre 6 et 20 mégavolts. Et c'est cette notion-là qui va être très importante pour la suite du topo. Donc, je vous laisse bien retenir. Ça, c'est pour montrer que plus le rayonnement a une énergie importante, plus il va loin en profondeur dans les tissus. Donc, les électrons sont à faible énergie, ils ne vont pas loin du tout. Et puis les photons, entre 5 mégavolts et 20 mégavolts, vont de plus en plus loin dans le tissu. Il y a d'autres choses, je crois qu'il y a de la radiothérapie au proton, mais c'est très rare et ça se fait ici. Il n'y en a que 3 en France. Voilà, il n'y en a que 3 en France, donc on n'en parle pas. Et donc la notion de l'énergie, c'est pour introduire la production des neutrons secondaires. Donc en gros, une fois que le photon incident a bombardé le tissu et donc un atome, il va y avoir une production de neutrons, c'est-à-dire qu'il y a des petits neutrons qui vont être produits, ce qu'on appelle des neutrons secondaires contaminants. Et il y en a de plus, cette production est de plus en plus probable après sur les faisceaux de haute énergie, donc à plus de 10 mégavolts. Et c'est ces neutrons secondaires contaminants qui sont problématiques dans les dysfonctions et dans les interactions avec les prothèses cardiaques. Voilà. Donc là, pour dire que à moins de 10 mégavolts, il n'y a quasiment pas de neutrons secondaires, et entre plus de 10 et plus de 10 mégavolts, il y a des neutrons secondaires. Donc, c'est cette notion-là qu'il faut retenir. Sachant que, et pareil sous réserve que les physiciens corrigent, il y a de moins en moins, on utilise de moins en moins de photons de haute énergie. Ça a tendance à disparaître. Parce que les techniques de radiothérapie progressent, il y a de moins en moins besoin d'utiliser ces faisceaux. Donc, du coup, je ne vais pas passer sur la diapo pour nos physiciens. Donc, le principe d'un pacemaker et des défibrillateurs. Donc, le pacemaker, c'est pour le traiter une bradycardie. Donc là, on voit qu'il y a une bradycardie à l'électrocardiogramme, donc un bloc auriculo-ventriculaire. Donc, le principe, ça va être de stimuler le cœur, envoyer une petite impulsion électrique dans le myocarde pour entraîner une contraction de la cavité. Voilà, donc, voilà. Et les défibrillateurs, donc c'est le traitement plutôt des tachycardies, prévenir la mort subite chez les patients qui ont des maladies cardiaques à risque. Donc en prévention secondaire, le patient a déjà fait une mort subite ou une tachycardie ventriculaire, ou en prévention primaire, c'est le patient qui a atteint une maladie cardiaque qui est estimé à risque de faire une maladie, une mort subite. Voilà. Donc là, c'est le traitement d'une tachycardie. Ici, on voit une fibrillation ventriculaire avec un choc électrique, et puis là, on voit une tachycardie ventriculaire sur l'électrocardiogramme. Alors, les prothèses cardiaques sont de plus en plus petites. Enfin, ça, c'était vrai jusqu'à il y a 10 ans, et en fait, ça fait 10 ans qu'elles n'ont pas vraiment, que ça n'a pas évolué. La technologie, c'est la même qu'il y a 10 ans. Tout simplement, on est surtout limité par la taille des batteries, puisque la technologie des batteries n'a pas changé finalement depuis, et donc du coup, on ne peut pas miniaturiser plus les batteries si on veut garder les mêmes longévités d'environ 10 ans pour les prothèses. Et donc du coup, voilà, la miniaturisation, c'était vrai entre les années 80 et les années 2000 et 2010, et puis voilà, depuis plus de 10 ans maintenant, c'est les prothèses elles font
sensiblement les mêmes tailles, mêmes volumes. Voilà. L'utilisation d'oxyde de métal semi-conducteur, en fait, ça, c'est les fameux semi-conducteurs, donc c'est les cartes à puce, si vous voulez, donc, enfin, les petites cartes, les petits processeurs dans les prothèses, et c'est cette partie-là qui est sensible au rayonnement par les neutrons contaminants. Et donc les bugs peuvent apparaître en fait là-dessus, pour des histoires de ionisation des semi-conducteurs. Voilà, donc il y a des circuits électroniques pour le stockage donc, des programmes, des algorithmes, de la mémoire. Voilà la taille d'un défibrillateur, d'un vieux défibrillateur, d'un pacemaker par rapport à une pièce. Là, les boîtiers connecteurs sondes. Vous voyez, donc la batterie, c'est ce truc-là, ça prend quasiment 70% du volume du boîtier. Hein, pacemaker. Les boîtiers de défibrillateur, c'est un peu pareil qu'un pacemaker, sauf qu'en plus de la batterie, il y a des condensateurs pour transformer une batterie qui a faible voltage pour envoyer en fait un choc de plusieurs centaines de volts. Et donc, du coup, il y a des condensateurs en plus. C'est pour ça qu'un défibrillateur est plus gros. Il y a une plus grosse batterie et des condensateurs en plus qu'un pacemaker. Sinon, tout le reste, c'est la même chose, la petite module électronique. Alors, différents risques d'interaction, enfin, les différentes interactions entre la radiothérapie et les prothèses. Tout d'abord, ça dépend du type d'interaction. Il y a tout d'abord la dysfonction transitoire, ça c'est dû à une interférence pendant l'examen avec le rayonnement électromagnétique qui est réalisé pendant l'irradiation. Et ça peut entraîner, comme en gros, une prothèse dans une IRM, ça peut entraîner du bruit en fait sur du canal, sur un des canaux, et donc soit l'inhibition de la stimulation, et donc une pause, un ralentissement du cœur, soit une surdétection et puis une thérapie inappropriée si c'est un défibrillateur. Donc là, on voit par exemple un exemple ici de surdétection. Voilà, ce qu'on appelle oversensing, avec là on voit donc plein de V-sense, alors qu'il n'y a pas de V-sense, en fait on les aperçoit ici en dessous. Voilà. Donc là, si le patient est dépendant, il n'y a pas de stimulation pendant tout ce tracé-là, et s'il a un défibrillateur, ça il peut clairement le reconnaître comme une tachycardie, et puis envoyer. Ici, vous voyez, il y a un ATP qui est délivré là, RV pace. Voilà. Donc là, il y a un ATP qui est délivré à 280 par minute, ici, parce qu'il a surdétecté la tachycardie. VF. Ensuite, le bug, on va appeler ça le bug, c'est plutôt la déprogrammation, soit minime, soit plus importante. Ici, c'est une déprogrammation en mode backup. Les prothèses ont dans leur algorithme, dans leur ordinateur, elles ont un calculateur d'erreurs, et quand il y a trop d'erreurs dans leur calcul, ils comprennent que la prothèse comprend qu'elle est en danger, du coup, elle se met en mode backup. Ça peut arriver spontanément, puisque des erreurs arrivent spontanément dans tous les ordinateurs, dans tous les calculs, les centaines de milliers de calculs qui se passent toutes les secondes. Mais vu que la probabilité de faire une erreur est plus importante sous les rayonnements ionisants, il y a plus de devices en mode backup. Nous, on en a peut-être un tous les 2-3 ans qui arrive en mode backup, de reset, de façon comme ça, sans prévenir, sans cause relative, mais par contre, on en a eu une petite dizaine sous radiothérapie. Donc voilà, ça c'est un bug qui n'est pas grave, c'est simplement la prothèse qui se met en sécurité. Le mode, ça dépend de la marque. En gros, il va stimuler à pleine amplitude, à une fréquence, là ici c'est 67,5 par minute. Donc vous voyez, c'est des fréquences un peu bizarres, jusqu'à, voilà, si c'est un défibrillateur, les thérapies restent activées, mais souvent c'est des zones un peu bizarres, genre 150 par minute, un seul choc à pleine puissance. Voilà, là il suffit de le voir. Enfin, quand on interroge le patient, on a cet écran-là, on peut rien faire. Il faut juste continuer et reprogrammer la pile. Ça peut prendre entre 1 et 10 minutes. Voilà. Ça c'est quelque chose qui n'est pas très grave. On dit que ça dépend de l'effet stochastique. Stochastique, ça veut dire que c'est quelque chose d'aléatoire. En gros, on ne peut pas vraiment le prédire, ce truc-là. Ça nécessite une reprogrammation. Puis la dysfonction permanente,
Généralement, là, c'est plutôt dépendant de la dose, alors qu'avant, ce n'était pas dépendant de la dose. Et donc, la dysfonction permanente, généralement, là, le matériel est complètement détruit. Il n'y a plus rien qui marche, il faut le changer. Ça, c'est assez rare. Voilà. A priori, les sondes ne sont pas radiosensibles. Je n'ai jamais vu dans la littérature de choses là-dessus. Alors, il y a beaucoup de littérature. Je vais pas trop détailler tout ce qu'il y a. En gros, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a, ça c'est une revue de littérature de 2015, beaucoup d'études in vitro. Donc, en gros, on prend des prothèses explantées, on les met dans l'accélérateur. On met dans l'accélérateur, on envoie du greffe, on envoie de la dose, et puis on regarde quand est-ce que la pile, quand est-ce que ça explose, quoi, globalement. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Vous voyez, déjà, ça date d'il y a plus de 20 ans. Nous, on l'a fait ici dans le service avec nos collègues physiciens qui sont là. On a pris des prothèses, on allait les mettre dans l'accélérateur, on a regardé. On a envoyé, je ne sais plus, 70 grès sur des défibrillateurs et on n'a pas eu de dysfonctionnement particulier. Mais bon. En gros, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a soit tout a été fait. En gros, on a envoyé plein de doses à plein de boîtiers et on avait des patients, des boîtiers qui avaient des dysfonctions de 0,15 grès, ce qui est plutôt très bas, et jusqu'à 170 grès, ce qui est plutôt très élevé. Et en fait, il n'y a pas de dose, limite sur laquelle il peut y avoir, sur laquelle il y a plus de chances de faire des dysfonctions. Ce qui a été retenu, c'est que à plus de 2 grès pour les défibrillateurs et plus de 5 grès pour les pacemakers, il y avait plus de chances de faire des dysfonctions. Et donc, du coup, c'est un petit peu ce qui est resté dans les premières recommandations d'il y a une dizaine d'années. En gros, 2 grès et 5 grès, donc pour les pacemakers et les défibrillateurs et pacemakers. Je passe tout ça. Ces tests-là, ils sont faits sans sonde. Et oui, en fait, c'est fait sans sonde, forcément, parce qu'on ne peut pas tester une sonde sur un cœur. Donc, c'est vraiment juste le fonctionnement de l'ordinateur, de la pile. C'est-à-dire, on l'interroge, est-ce qu'il y a un bug à l'interrogation, est-ce que ça… Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Par exemple, on ne peut pas savoir s'il y a un problème sur la détection, sur le canal de détection, sur l'impédance, voilà, toutes ces choses-là en lien avec la sonde et le myocarde, en fait, on ne peut pas savoir. Sur les études in vivo. Quelque chose qui est historique, je vous en parle, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, c'est le runaway pacemaker. Donc, ça, c'est le bug ultime du pacemaker, c'est l'urgence. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Non, je l'ai peut-être enlevé tout à l'heure, excusez-moi. Eh bien, je l'ai enlevé. Voilà, c'est ça. Donc, le runaway pacemaker, c'est l'urgence d'extraction du boîtier. C'est un truc qui est assez, c'est une légende. Il y a quelques cas qui sont décrits. Et surtout après radiothérapie. Mais les derniers cas, ça a plus de 10 ans. En gros, c'est le bug ultime du boîtier, donc soit pacemaker, soit défibrillateur, qui se met à stimuler à une fréquence maximale possible. Alors, ça peut être maximal, ça peut être 200, 240. Parfois, c'est même, ça peut envoyer du 50 Hz. Enfin, il y a des papiers où ça stimule à 1000 par seconde, 1000 par minute, ce qui peut entraîner des gros problèmes. Ici, par exemple, c'était un boîtier de défibrillateur avec une tumeur ici, une tumeur du lobe supérieur du poumon gauche. Le boîtier était ici, ils ont envoyé la dose et globalement, ça a entraîné un runaway pacemaker. Globalement, le boîtier s'est mis à stimuler hyper rapidement. Ça a entraîné une tachycardie derrière. Et puis, selon ce case report, globalement, après, ils ont dû réanimer le patient et extraire le boîtier. Donc là, c'est une des urgences où il faut vraiment extraire le boîtier parce que la reprogrammation ne marche pas forcément. L'aimant non plus. En fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, des VPace comme ça sur cette fréquence-là, ce n'est pas possible voilà, c'est forcément une erreur logicielle. Voilà, je passe là-dessus. En reprenant tout ce que vous avez vu avant, j'avais regardé un petit peu quels étaient les types d'erreurs qui étaient revenus. Donc, c'est purement rétrospectif. C'est moi qui ai fait ça comme ça. Donc, il y avait à peu près 1700, je sais plus, à peu près 3000. Ça parlait de 3000 prothèses et globalement, la plupart des problèmes, c'était plutôt des resets. Donc les backups, comme j'ai parlé tout à l'heure, des pertes de mémoire, en gros, ça perd les données de mémoire. Il y a 5 données de runaway pacemaker, ce que je vous ai parlé. Puis après, c'est des choses un petit peu plus anecdotiques, comme des modifications d'impédance, de détection. Et pour ce qui était de la clinique,
dans ces papiers. Donc, il n'y a pas eu de décès en lien en radiothérapie, en tout cas rien de publié. Et voilà, par contre, quelques petites syncopes, insuffisance cardiaque, des remplacements de boîtier et un arrêt cardiaque récupéré, c'était le patient de voilà. En reprenant, en faisant la différenciation entre pacemaker et défibrillateur, on voyait qu'il y avait plus, que quelle que soit l'anomalie, quelle que soit la dysfonction, eh bien, elle était plus probable pour les défibrillateurs que les pacemakers. Encore une fois, c'est ce qui est rapporté dans la littérature. Donc, je ne sais pas si c'est pas une vraie étude, mais globalement, un petit peu plus pour les défibrillateurs que les pacemakers. Et c'est un peu des choses qui ont été retenues dans les recommandations générales. Donc, ce qu'on va retenir, c'est que les dysfonctions de prothèses, c'est rare et peu prévisible. Les défibrillateurs sont plus touchés que les pacemakers, plus à risque, et ça, c'est expliqué parce que les défibrillateurs, c'est des prothèses un peu plus complexes, qui ont des algorithmes plus complexes, et donc forcément, plus à risque d'avoir des erreurs dans le calcul. La plupart du temps, c'est asymptomatique et ça nécessite une reprogrammation, donc réversible la plupart du temps. Il n'y a pas d'effet de dose, c'est plutôt un effet aléatoire, c'est vraiment le coup de malchance. Et l'énergie du faisceau, et ça on va le voir juste après, quand même, le facteur de risque le plus important, c'est vraiment l'énergie du faisceau utilisé. Et d'ailleurs, depuis qu'on sait ça, maintenant, en tout cas chez nous, on est très, très au fait de ça. On fait hyper attention. Je crois que ça fait au moins 2 ans que je n'ai pas vu un seul patient qui allait en radiothérapie avec des faisceaux de haute énergie. Donc ça, c'est quelque chose, on est hyper au fait. Et d'ailleurs, on n'a plus de bugs depuis 2 ans. On fait hyper attention aussi à la dose, bien sûr. Et tout ça pour dire que la distance, en fait, et ça c'est assez paradoxal, c'est que la distance entre le champ d'irradiation et la prothèse n'est pas du tout un facteur de risque, voire même ça serait l'inverse. C'est-à-dire que plus la prothèse est loin du champ d'irradiation, plus c'est à risque, parce que historiquement, les prothèses qui sont loin, les tumeurs qui sont loin des prothèses, c'est des tumeurs pelviennes ou abdominales, c'est des tumeurs profondes, et donc du coup, on utilisait plus souvent des faisceaux de haute énergie. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait dans leurs résultats que plus la prothèse était loin, plus elle était à risque de dysfonctionner. Donc c'est assez paradoxal, on a l'impression qu'il ne faut surtout pas viser la prothèse, bien sûr, mais en fait c'est un peu paradoxal. Voilà. Et donc ça c'était cette étude-là, c'était une étude clinique, là c'était un suivi de patients, et on voyait que l'anatomical location of the tumor, donc sous le diaphragme versus au-dessus du diaphragme, et c'était un facteur de risque en univarié. Ici, donc le fait d'être sous le diaphragme était plus à risque de faire une dysfonction. Ça ne ressortait pas en multivarié parce que quand on faisait l'ajustement sur l'énergie du faisceau, eh bien, c'est l'énergie du faisceau qui était vraiment le seul facteur de risque. Et donc là, c'était une des études la mieux faite, une des plus importantes sur le sujet. Enfin, c'est une étude rétrospective, c'est un suivi de patients. Ici, vous avez en haut les faisceaux. Tous les points, chaque point, c'est une prothèse. C'est un patient qui est soumis à la radiothérapie. En haut, vous avez l'utilisation de neutrons. En bas, les faisceaux de haute énergie. En bas, les faisceaux de faible énergie, donc plus ou moins 10 mégavolts. Et les gros points, c'est là où il y a une dysfonction. Les petits points, c'est là où il n'y a pas eu de dysfonction. Donc déjà, vous voyez que toutes les dysfonctions sont apparues sous les 5 Gray. Donc ici, c'est 5 Gray, c'est une échelle logarithmique. Donc là, toutes les dysfonctions, les gros points sont arrivés sous les 5 Gray. Donc c'est pas une histoire d'envoyer 10, 15, 20 Gray finalement, parce que ça arrive très rarement. Mais surtout, 100% des dysfonctions arrivent sur les faisceaux de haute énergie. C'est vraiment le facteur de risque le plus important. Vous voyez ici avec un odds ratio qui est à 5. Donc on a 5 fois plus de risque d'avoir une dysfonction quand on utilise un faisceau de haute énergie. Encore une fois, les faisceaux de haute énergie, ce sera utilisé de moins en moins en radiothérapie et pas que pour les patients qui sont porteurs de prothèses. C'est à peu près tout. Quand tout est arrivé sous les 5 Gray, c'est parce que la majorité des radiothérapies est sous les 5 Gray. Ça, c'était la 5 Gray sur la prothèse. Eux, ils avaient calculé je pense que c'était de l'estimé. Et ils avaient estimé tout ce que la prothèse avait reçu en dose. On est d'accord que s'il y avait plus, ça ne serait pas moins à risque. Non, c'est juste que ce n'est pas dépendant de la dose. C'est pas dépendant de la dose. C'est pas dépendant de la dose.
Même pour des petits... Non, parce qu'après, enfin, dans toutes les études, ce que je ne vous ai pas montré avant, mais en gros, il y a quelques papiers qui disent qu'au-dessus de 100 grès, tout crame, quoi. Enfin, en gros, mais il y a vraiment de tout, hein. Il y a des études qui ont montré qu'à 50 grès, il ne se passait rien. Enfin, vraiment 50 grès sur la tumeur. Donc là, c'est vraiment les 5 grès, c'est vraiment la dose sur la prothèse. Alors, il y a comment surveille-t-on ailleurs? Donc, il n'y avait pas de recommandation nationale en France, puisque, il y en a un petit peu maintenant, on a écrit une il n'y a pas longtemps, je vais vous la présenter après. Il y avait un audit, le seul audit, enfin, il y a plusieurs audits en fait, un qui a été fait en Angleterre en 2013 et un peu plus tard en Europe. Donc ça, c'est-à-dire on envoie des questionnaires au centre de radiothérapie et puis ils ne répondent pas. Et en gros, ce qu'il fallait retenir, c'est qu'il y a plein de centres où il n'y a pas de protocole spécifique, où voilà, même certains, les patients ne sont pas forcément identifiés comme patients à risque, et donc du coup, c'est un peu compliqué. Est-ce que quelqu'un peut prendre ce téléphone? Je pense pour le théo. Voilà. La plupart des centres contactent les cardiologues et, voilà, et finalement peu informent le patient, et je pense que ça c'est une partie qui est importante, c'est-à-dire informer le patient que la radiothérapie, en plus de tous les effets secondaires qui sont expliqués en consultation, il faut aussi expliquer qu'il y a un risque assez infime, qu'il y a un petit bug sur son pacemaker, que ça sera probablement pas grave, mais que ça va nécessiter une surveillance. Voilà. Nous on avait fait un audit en France, on a interrogé beaucoup de centres, je n'avais pas tout à fait forcément sorti les résultats, mais c'est à peu près ça. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pas mal de centres, surtout quand les cardiologues ne sont pas à côté des radiothérapeutes, il y a pas mal de centres où c'est un problème, où souvent le cardiologue référent, c'est quelqu'un qui est en ville. Il ne peut pas voir le patient de 5 fois dans la semaine ou une fois par semaine pour surveiller le patient pendant les séances et tout ça. Donc, c'est un problème et c'est des choses qu'il faut discuter en amont et essayer de protocoliser au mieux en fonction de ce qu'on a localement. Alors, le risque de dysfonction, il ne faut pas que je traîne trop, il dépend du patient. Donc, on a dit le pacemaker un peu moins risque que le défibrillateur. Il dépend de la dépendance du patient à la stimulation. Un patient qui est complètement dépendant de sa stimulation, s'il y a un bug, s'il y a une dysfonction importante sur son boîtier, le patient va syncoper dans l'accélérateur. Donc forcément, un patient qui est dépendant est plus à risque. Ça dépend aussi si le patient il a fait des arythmies ventriculaires récemment, qui va dans l'accélérateur et qu'il y a un bug, qu'il y a une dysfonction sur le boîtier et que le patient fait une tachycardie. Alors ça fait beaucoup de si, ça fait des probabilités infimes, mais vu qu'il y a de plus en plus de patients, ça risque d'arriver. Donc forcément, il y a déjà le risque autour du patient. Et puis de la radiothérapie, on a dit la dose cumulée à plus de 5 gray parce que ça reste dans les papiers, mais je vous le mets, il faut quand même le garder en tête. Et puis l'énergie du faisceau, qui est le plus important, et la distance avec le faisceau plutôt pas. Je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est des choses qui sont pas forcément encore, qui sont pas plus vraiment d'actualité. Il y a quand même des guidelines qui sont sortis, donc en Allemagne et puis au Danemark qui sont sortis pour essayer de stratifier les risques du patient en fonction de ce que je vous ai dit, de la dépendance et puis du nombre de grès que va recevoir la prothèse. Et puis à chaque case, on fait une surveillance adaptée. Donc, les faibles risques, on ne les surveille pas trop. Les risques importants, on les surveille à chaque fois. Voilà, ça, c'était pour estimer la dose. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les physiciens. Donc, ça, c'était pour estimer la dose à peu près que va recevoir la prothèse sans faire un calcul un calcul de dosimétrie avant. Si on estime que la prothèse elle est ici en pectoral, si l'irradiation de la tumeur elle est soit dans le cou, soit au niveau du thorax haut, on peut estimer que la prothèse va prendre plus de 10 grès, entre 2 et 10 grès si la tumeur elle est là, et puis à moins de 2 grès si la tumeur est en dehors de ces zones, dans les zones grises. Donc c'est une façon d'estimer le patient ici entre 2 et 10 grès. Voilà, je passe là-dessus puisque c'est pas quelque chose qui va rester, mais globalement, donc que ce soit les Allemands ou les Danois, ils ont sorti à peu près les mêmes recommandations, sachant qu'ils avaient des recommandations vraiment très strictes. Je pense qu'il n'y a qu'un CHU qui est capable de sortir des recommandations comme ça, parce que c'était quasiment, il fallait voir le patient à chaque fois. Il y avait même le cardiologue pas loin. Le cardiologue doit être sur place pour les séances de radiothérapie. Les recommandations qui sont arrivées un petit peu après les études que je vous ai montrées quelques diapos précédentes
où là, on a estimé que l'énergie, vous avez vu que juste avant, l'énergie du faisceau, les hautes énergies ne rentraient pas dans les recommandations. Et les premières recommandations commençaient à être intéressantes, c'était celles-ci, les recommandations plutôt européennes. Et celle-là, elles prenaient vraiment en compte l'énergie du faisceau, donc plus ou moins 10 grès. Et en gros, moins de 10 grès, pardon, c'est pas du tout en grès, c'est en mégavolts, plus ou moins 10 mégavolts, c'est-à-dire faisceau de faible énergie ou haute énergie, et on stratifiait surtout les patients comme ça. Et les recommandations qu'il faut suivre, je pense, datent de 2017, et c'est les recommandations américaines qui reprennent donc les interactions radiothérapie, et il y a toute une partie sur l'IRM. Et c'est ces recommandations-là qui sont, je pense, les plus simples. Là, je vous les détaille parce que c'est ça qu'on a reprise à Annecy. Donc, on fait une évaluation complète du patient, enfin de la prothèse cardiaque avant la radiothérapie. On établit le traitement de radiothérapie. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que la tumeur est derrière la prothèse? Globalement, est-ce qu'on va réussir à irradier la tumeur est-ce que la prothèse va gêner le traitement? Donc, si la prothèse va gêner le traitement, eh bien, il faudra la déplacer. Il faudra la changer de côté. Mais l'indication, elle est plus carcinologique, c'est-à-dire est-ce qu'on va réussir à avoir un traitement le plus efficace possible pour la tumeur? Si la prothèse ne gêne pas la tumeur, à ce compte-là, on en reste là, on commence les traitements, on continue notre algorithme, et la seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va utiliser des faisceaux de haute énergie? Alors si oui, on utilise des faisceaux de haute énergie, eux, ils proposent de surveiller de façon hebdomadaire les patients. Donc si son traitement il est sur 5 semaines, on va le voir une fois avant, une fois par semaine et une fois à la fin des traitements. Donc quand je dis qu'on va le voir, c'est qu'on va interroger la prothèse pour être sûr qu'il n'y ait pas un bug. Et puis une petite truc en plus, si le patient est dépendant, à ce compte-là, on peut faire une évaluation hebdomadaire aussi, même si on utilise des faisceaux de faible énergie. Une petite checklist que nous, on a repris quasi mot pour mot dans notre protocole. Donc la checklist, le type de prothèse, la marque, si c'est un pacemaker, un défibrillateur. Bon, le pacing mode, ça c'est intéressant pour savoir s'il n'y a pas des bugs, s'il n'y a pas des changements dans la programmation. Ça peut arriver. Donc voilà, nous on remplit tout ça. Donc le côté cardiologue, avant que le patient ait son traitement, nous on va remplir ça. La radiothérapie, de leur côté, ils vont nous remplir quel type d'irradiation ça va être. Est-ce que ça va utiliser des neutrons, est-ce que ça va être un faisceau de haute énergie? Et voilà, en gros, c'est ce qu'on veut. Puis combien de grès ils vont envoyer globalement. Et on a aussi demandé, maintenant ils le font assez facilement, c'est contourer, quand ils font leur scanner de dosimétrie, ils vont contourer la prothèse pour estimer combien la prothèse va prendre en termes de grès. Et on essaye vraiment de s'astreindre à rester sous les 5 grès, enfin sous les 2 grès au maximum, mais sous les 5 grès pour le pacemaker. Voilà. Après, il y a eu plein de recommandations par les constructeurs, ils ne se mouillent pas trop, donc je préfère passer dessus. Nous, avant 2020, en fait, avant qu'on travaille là-dessus, on faisait, c'était historique, il y avait eu un patient pour lequel il y avait eu un gros problème, du coup, on avait dit, eh bien, on va voir tout le monde à chaque fois. Donc, on voyait les patients avant radiothérapie, ensuite on les voyait à chaque séance. Donc, après leur séance de radiothérapie, le patient venait en cardio, et quand quelqu'un était disponible, il le voyait. Les infirmières des EFC, maintenant télécardio, ont fait beaucoup de contrôles. On était à plus de 2000 contrôles de pacemaker pour les patients en radiothérapie. Il faut savoir que sur certaines tumeurs, les patients ils viennent 70 fois. Donc, ça fait 70 contrôles. Et puis après, on les voyait en fin de traitement, puis on essayait de les revoir un peu à distance. Ça, c'était beaucoup. C'était plus que ce que je pense que nécessaire, puisqu'en fait, il se passait peu de choses, même s'il se passait des petits trucs. Et c'est après, donc en ayant commencé à travailler là-dessus, j'ai analysé ce qui s'était passé, finalement, en reprenant toutes ces consultations. Et finalement, il y a eu des petits bugs et je vais vous présenter. On a eu des dysfonctions et je vais vous présenter parce qu'on a écrit un papier là-dessus. Et après 2020, on a vraiment réduit drastiquement les contrôles. Maintenant, on se cale sur les recommandations américaines que je vous ai présentées avant. Donc, les patients à bas risque, faible énergie, globalement, on les voit une fois avant la radiothérapie, une fois après. Et les patients à haut risque, donc ceux qui utilisent un faisceau de haute énergie, on les voit une fois par semaine. Et au cas par cas, s'il y a des patients qui nous inquiètent, on va les voir une fois par semaine, quoi qu'il arrive. Et bien sûr, si on peut avoir la télécardio,
on le fait parce que ça nous permet d'éviter de les faire venir et d'avoir la télécardio en surveillance. Une question de Virginie, du coup, des patients qui ont des contrôles physiques qui sont en téléphone. Tu remplaces la télécardio par les contrôles physiques par la télécardio. Là, en tout cas, clairement, de toute façon, maintenant, on les voit de moins en moins. Mais je pense qu'on est obligé de garder, je pense, avant et après, de façon un peu médico-légale pour essayer de boucler un peu le dossier. Maintenant, si un patient en télécardiologie, il utilise du haute énergie, ce qui arrive de moins en moins aussi, je pense que la télécardiologie serait bien. C'est-à-dire par contre, on dit à nos infirmières de télécardio, on leur dit, ce patient est en radiothérapie de temps à temps, il faut qu'on programme une alerte, un envoi de télé suivi tous les jours, et comme ça, tous les jours, on jette un coup d'œil sur le dossier, quoi. Je pense que ça peut clairement remplacer, parce que franchement, toutes les alertes, toutes les dysfonctions, ça se voit en télécardiologie, hein. Ça nous enverrait une alerte. Voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est le premier patient dans la littérature qui a été, en tout cas publié, qui a été découvert, dont la dysfonction a été découverte en télécardiologie. Donc, c'était un patient de chez nous, il y a quelques années. Il est arrivé pour faire c'était une radiothérapie pelvienne unique. Il a pris, je ne sais plus, un truc comme 5-6 grès au niveau du côlon. Et il est rentré chez lui et le soir, on a reçu une alerte comme quoi il y avait, le prothèse était en backup. Et donc, on l'a fait venir le soir même, puisque Biotronic envoie très régulièrement des alertes. Et donc, du coup, on a fait venir le patient et on l'a reprogrammé. Donc, vous avez vu, on a cet écran-là initial avec système erreur. La programmation, c'est du VVI 70, stimulation à pleine puissance, vous voyez, 7 volts 5 pour 7 volts 5 pour 1,5 millisecondes. Et puis les thérapies, c'était un défibrillateur, il y avait une seule zone FV à 170 qui était active. Donc, il était quand même protégé, mais pas tant que ça. Donc, du coup, on a réinitialisé, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Ça réinitialise tout, et puis le patient est rentré le soir même. Et voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de recommandations françaises. Il y a le livre bleu, c'est la Bible des. Vous me coupez, hein, c'est un peu la Bible des radiothérapeutes, c'est-à-dire ils éditent tous les ans des recommandations sur la radiothérapie, sur leur traitement. Et on m'a demandé il y a un an d'écrire les recommandations sur radiothérapie et pacemaker. Donc, avec un radiothérapeute de Lille, on a écrit toutes les recommandations. Enfin, en tout cas, tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Voilà, on l'a écrit, on l'a publié là-dedans. Voilà, ici, ça illustre, je ne vous ai pas montré le papier parce que c'est surtout des paragraphes, mais là, c'était le cas d'un patient de chez nous, une patiente de chez nous. Vous avez vu, là, ici, c'est un gros lymphome. Dans le boîtier, le boîtier est complètement, le défibrillateur est complètement dans le lymphome. La tumeur était tellement importante, il y avait vraiment un risque d'extériorisation du boîtier. Si on opère ce truc-là pour enlever la prothèse, vous imaginez que ça ne va jamais cicatriser, hein, puisque tout ça, c'était que du lymphome. Et donc, il y a eu une grosse irradiation là-dessus, directe. Et là, vous voyez, c'est un épisode de surdétection. Vous voyez là, ces petits pics ici de surdétection. Donc ça, je ne sais pas, ça correspond à une fréquence de, je ne sais plus combien, de 3 ou 4 Hertz. Donc ça, c'est du rayonnement, je ne sais pas si c'est électromagnétique, je pense que c'est électromagnétique pendant l'irradiation. Ça a entraîné une surdétection sur le canal atrial. Vous voyez ici, ça c'est le défibrillateur qui voit AR, en gros, il voit plein de petites oreillettes, comme s'il y avait une tachycardie atriale, et ce n'est pas une tachycardie. Et derrière, il y a aussi de la surdétection ventriculaire, parce que là, il voit tout ça, là, il le détecte comme des ventricules. Et là, il commence à détecter d'ailleurs une fibrillation, F-Sense. Heureusement, ça s'est arrêté. Il n'a pas chargé, il n'a pas envoyé de choc. Mais ça, c'est clairement une dysfonction pendant l'irradiation. Dans ces recommandations françaises, là, on a repris clairement les recommandations américaines sur l'évaluation et sur la surveillance, c'est-à-dire production de neutrons ou pas production de neutrons, haute énergie ou faible énergie. Et puis, ce qui a découlé de tout ça, c'est qu'on a évalué tous nos patients, donc sur 5 ans, 5-6 ans,
On a repris tous nos patients qui étaient venus, donc radiothérapie et porteurs de prothèses. J'ai repris tous les dossiers et donc on est arrivé à 92 prothèses irradiées, ce qui correspond à 76 patients, parce qu'il y avait certains patients qui avaient eu plusieurs irradiations. Et donc, on l'a publié cette année, après des années de dur labeur. Voilà, donc il y en a 6 des études qui sont publiées sur le sujet, quoi. Il y a 6 études, la plupart c'est rétrospectif, un peu comme nous. Enfin, nous, c'est plutôt prospectif parce qu'on les voyait vraiment à chaque fois, alors que la plupart des papiers, c'était on prenait les dossiers longtemps après. Voilà, donc on avait 92 prothèses. L'âge des boîtiers, c'était à peu près 3 ans. Toutes les marques étaient représentées, plus de pacemakers que de défibrillateurs. La radiothérapie, la plupart du temps, donc thorax 42%, pelvis 29%. Les radiations infradiaphragmatiques dans 40% des cas. Il y avait 18% d'irradiation directe sur la prothèse, c'est-à-dire qu'il y avait un faisceau incident à un moment donné qui touchait la prothèse. Des faisceaux de haute énergie, 40%, ce qui fait beaucoup, mais les premiers patients sont 2014 ou 2015, donc je pense que c'est pour ça. Maintenant, je pense qu'on serait à moins de 10% de faisceaux de haute énergie, même moins que ça. Donc c'est beaucoup de faisceaux de haute énergie, ce qui ne serait plus le cas aujourd'hui. En moyenne, les patients avaient 15 fractions, donc 15 séances, donc ils venaient 15 fois. En moyenne, parce qu'il y a des patients qui venaient encore une fois 60 fois, il y en a qui venaient une fois. La dose cumulée à la tumeur, c'était environ 40 gray. La dose cumulée estimée au boîtier, c'était 0 gray, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'irradiation, ce qui est un peu étonnant avec les irradiations directes à 18%, mais bon, en moyenne, il n'y avait quasiment pas de dose à la tumeur sur la prothèse. Et les prothèses ont été interrogées en moyenne 11,5 fois. Sur tous ces patients qui ont été suivis donc, pendant à peu près 3 mois, entre le début de la radiothérapie et 3 mois après, il y a eu 13 dysfonctions, donc ce correspondait à 14% sur les 92 traitements. Ça correspond à peu près à 1% des sessions. Donc voilà, c'est un chiffre un peu important qui ressortait, c'est que les patients porteurs de prothèses qui sont soumis à la radiothérapie, sur toutes les sessions qu'ils vont avoir, dans 1% des sessions, il y aura une dysfonction. Dans ces dysfonctions, il y avait 9 déprogrammations. Donc, c'est les déprogrammations, donc les resets en backup, et puis des partials, des resets partial déprogramming. Donc ça, c'est perte de mémoire, des petits points d'interrogation à la place des mémoires, des bugs dans la programmation, des changements de fréquence cardiaque, par exemple. Il y a eu 3 épisodes d'oversensing, comme je vous ai présenté juste avant, de surdétection. Et puis, il y a eu un patient qui a eu de l'oversensing récurrent, c'est-à-dire vraiment plusieurs fois et même à distance de la radiothérapie. Et donc, du coup, on a dû changer le boîtier et la sonde. Voilà. Les oversensing, c'était pendant les séances. C'était pendant les séances. Ouais. Les oversensing, c'est forcément pendant les séances. Ça, c'était les résultats, donc les facteurs de risque qui étaient associés aux dysfonctions, donc ça en univarié. Donc la production de neutrons qui ressortait forcément. Donc ici, c'est les dysfonctions, ici, c'est pas de dysfonction. Donc le fait d'avoir des neutrons, des faisceaux de haute énergie qui produisent des neutrons, donc ça ressortait. Le nombre de fractions ressortait, la dose par fraction aussi. Enfin bref, il y avait pas mal de choses qui ressortaient. Et en multivarié, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, ce qui ressortait le plus significatif, c'était la production de neutrons et la dose cumulée à la tumeur, ce qui est un peu étonnant, puisque la dose cumulée à la tumeur, c'est finalement la dose qui a été prescrite sur la tumeur. Ça ne correspond pas correspond pas du tout à la dose qui a reçu le boîtier, mais ça peut s'expliquer parce que plus la dose cumulée à la tumeur est importante, plus il y a des séances, et donc plus il y a des risques, plus à chaque fois on rejoue sur la probabilité, donc du coup on prend le risque à chaque fois d'avoir une dysfonction. L'âge du boîtier, le fait que ce soit un défibrillateur ou la localisation supra- ou infradiaphragmatique ne ressortait pas dans notre étude. Donc en conclusion, ça correspondait à 14% des dysfonctions, ce qui est beaucoup plus que dans la littérature, parce que dans la littérature c'était plutôt de 1 à 5%, mais nous, dans notre centre, on surveillait les patients déjà en prospectif et à chaque fois.
à chaque séance. Donc, en fait, on n'a rien raté comme dysfonction. Alors que de la plupart des études qui ont été publiées là-dessus, ils prenaient vraiment, c'était des études de registres, voire des registres nationaux, où ils regardaient 2-3 ans après un contrôle de prothèse, s'il y avait un bug ou pas. Mais enfin, en gros, ils rataient très certainement des choses. Donc, nous, on avait un petit peu plus de dysfonction. Il a fallu qu'on justifie dans la discussion pourquoi on avait plus de dysfonction chez nous qu'ailleurs. Voilà, les faisceaux de haute énergie, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. La dose cumulée de la tumeur, dans notre étude, ça avait déjà été retrouvé dans d'autres papiers. Voilà, la localisation du faisceau a finalement peu d'importance. C'est plutôt safe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'événement clinique particulier en dehors de reprogrammation de prothèse. Et donc, il fallait assurer une surveillance rapprochée. Et pour conclure la présentation, donc, je dirais que les dysfonctions de prothèse, c'est quand même rare et plutôt bien toléré. Il faut informer le patient avant. Nous, on fait signer un accord du patient, comme quoi il a compris, enfin qu'on lui a expliqué qu'on l'a compris. On stratifie le risque du patient et selon le risque de dysfonction, on fait une surveillance soit hebdomadaire, soit juste une fois avant, une fois après. Et ce qui est important, c'est d'avoir un protocole de surveillance en collaboration. Et nous, c'est ce qu'on a produit avec la radiothérapie. On a bien travaillé là-dessus et on a on a tout un protocole, une dizaine de pages qui reprend tout ça et qui roule bien, parce que maintenant, quand un patient arrive en radiothérapie, ça arrive au secrétariat, on remplit les petites checklists et ça marche très très bien. Et on n'a plus eu on n'a pas eu de dysfonction depuis un moment. Donc, en tout cas, on n'a pas de problème, pas de patients qui sont sortis des clous, donc ça marche bien. Voilà, merci. Et puis merci à la radiothérapie d'être présente ce matin.